Et bonjour. Alors, on continue la série de vidéos pour passer le bac avec Hume, défi bac philo. Et donc aujourd'hui, on va aborder la notion de temps. La question d'aujourd'hui, de quoi avons-nous conscience lorsque nous disons « le temps passe » nous vient du portail pédagogique de l'Académie de Nantes. pédagogie.ac-nantes.fr. Pour la traiter, je vais principalement m'appuyer sur le traité de la nature humaine de Hume. Avant d'entreprendre de répondre à cette question, engageons-nous dans un processus de définition en commençant par définir le terme conscience. Dans la vidéo intitulée « La conscience n'est-elle tournée que vers elle-même ?», nous avions vu que dans la 4e partie du livre 1 du traité de la nature humaine, plus précisément au paragraphe 7 de la section 2 de ce livre, que pour Hume, toutes les actions et les sensations de l'esprit nous sont connues par la conscience. J'avais dit que ces actions et ces sensations de l'esprit qui nous sont connues par la conscience sont du même ordre que la conscience de soi, puisque c'est dans l'esprit que ces choses sont conscientes. Dans cette perspective, on peut dire que cette conscience de soi, dont nous parle Hume, concorde avec la définition que le manuel de philosophie appelé Fischbach Terminal Général publié aux éditions Hatier attribue à Kant, à savoir que la conscience se définit comme la présence immédiate et constante de soi à soi. La conscience se définit comme la présence immédiate et constante de soi à soi. Dans la même vidéo, nous avions vu que pour Hume, la conscience ne se limitait pas à la conscience de soi, mais qu'elle était aussi conscience d'autrui et conscience du monde, notamment grâce à une idée figurant dans la première partie du livre 1 du traité de la nature humaine, plus précisément au paragraphe 1 de la section 1, où Hume nous dit que toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts, les impressions et les idées. Leur différence consistant dans les degrés de force et de vivacité avec lesquels elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. Pour rappel, dans le système de Hume, les impressions correspondent aux sensations et aux passions ou émotions. Quant aux idées, elles sont la représentation de ces impressions. Ici, les sensations correspondent aux perceptions du monde extérieur. Vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Ce faisant, elles donnent accès à ce qui se trouve à l'extérieur de nous, c'est-à-dire à la conscience du monde et à la conscience d'autrui. Dans cette perspective, on peut dire que cette conscience d'autrui et du monde dont nous parle Hume concorde avec la définition que le manuel de philosophie appelé Fischbach Terminal Général publié aux éditions Hatier attribue à Husserl dans ses méditations cartésiennes qui écrit que la conscience ne peut être une chose refermée sur elle-même et qu'elle a une visée ouverte. Ainsi pour Hume, la conscience, c'est d'une part la conscience de soi, connue par les actions et les sensations de l'esprit, présence immédiate et constante de soi à soi, d'autre part la conscience d'autrui et du monde, car elle a une visée ouverte. L'usage voudrait dans une dissertation de bac que je définisse maintenant le terme de temps, et comme je vais m'appuyer principalement sur la pensée développée par Hume dans la 2e partie du livre 1 du traité de la nature humaine, je vais sauter cette étape car dans une certaine mesure, l'exposé d'aujourd'hui va permettre de définir ce terme. Laissez-moi donc à la place vous annoncer le déroulé de l'exposé d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous nous demanderons si le passé est à jamais révolu. Dans un second temps, nous nous engagerons davantage dans notre sujet en envisageant le lien entre le temps et la conscience. Enfin,
nous nous demanderons comment nous appliquons l'idée de temps aux choses qui ne changent pas. Alors allons-y. Donc, on est dans le traité de la nature humaine, livre 1, deuxième partie, comme je l'ai déjà dit. Hop là. Alors, première question. Le passé est-il à jamais révolu? Dans la section 2, au paragraphe 4, Hume le dit. C'est une propriété du temps et qui en quelque sorte constitue son essence que ces diverses parties se succèdent les unes aux autres et qu'aucune d'entre elles, même contiguë, ne peut coexister avec une autre. C'est une propriété du temps que ces diverses parties se succèdent et qu'aucune partie ne peut coexister avec une autre. Les parties du temps, elles se succèdent. Seconde 1, seconde 2, seconde 3, seconde 4, seconde 5, minute 1, minute 2, heure 1, heure 2, ça se succède. Et même les parties contiguës, celles qui sont côte à côte, elles ne peuvent pas coexister. La seconde 1 et la seconde 2, elles ont beau être côte à côte, elles ne coexistent pas. Elles se succèdent, ces parties-là. Je relis. C'est une propriété du temps et qui en quelque sorte constitue son essence. Que ces diverses parties se succèdent les unes aux autres et qu'aucune d'entre elles, même contiguë, ne peut coexister avec une autre. C'est une propriété du temps qui constitue son essence, me dit Hume. Cette succession des diverses parties du temps, cette impossible coexistence. Ça fait partie de l'essence du temps. Parmi les repères qui sont proposés par l'éducation nationale dans le bulletin officiel pour le bac, il y a une distinction lexicale qui est proposée entre essentiel et accidentel. Autrement dit, entre essence et accident. L'essence est ce qui caractérise une chose indépendamment de ce qui peut la modifier à la surface. Par exemple, il est essentiel qu'un triangle possède 3 côtés, puisque sans cette propriété, il ne s'agirait tout simplement pas de la même figure géométrique. L'essence du triangle, c'est 3 côtés. 4 côtés, c'est plus un triangle. L'essence donc. L'accident, c'est le contraire de l'essence. L'accident est une modification superficielle d'une chose. Étant superficielle, elle ne change pas son essence. Par exemple, le fait qu'un triangle soit colorié en bleu ou de toute autre couleur est accidentel, parce que cet attribut ne change rien au fait qu'il est un triangle. Il ne change pas son essence qui est d'avoir 3 côtés. La distinction lexicale entre l'accidentel et l'essentiel est à rapprocher de la distinction lexicale entre la contingence et la nécessité. Est nécessaire ce qui est inéluctable et contingent ce qui est relatif à une situation mais qui n'est pas forcément inéluctable. Donc, l'essence du triangle, c'est d'avoir 3 côtés, alors que le fait qu'il soit coloré n'a rien à voir avec son essence. On le dit accidentel dans le jargon philosophique. L'essence. Eh bien, Hume nous dit que l'essence du temps, c'est que ces diverses parties se succèdent et qu'elles ne peuvent coexister. Il nous donne un exemple. Pour la même raison que l'année 1737
ne peut coïncider avec la présente année 1738, il est en 1738 quand il écrit, pour la même raison que l'année 1737 ne peut coïncider avec la présente année 1738, chaque moment doit être distinct des autres et leur être postérieur ou antérieur. Les moments, ils sont distincts les uns des autres. Un moment par rapport à un autre sera postérieur, il viendra après un autre moment, eh bien, sera antérieur. La seconde 3 est postérieure à la seconde 2, alors que la seconde 1, elle lui est antérieure. L'antérieur précède, le postérieur succède. D'accord. Et donc, eh bien, cette idée de Hume, elle coïncide avec une définition qui nous est proposée dans cet ouvrage, Anabac sujet et corrigé 2024, nouveau bac, encore une fois édition Hatier. Donc, cette définition de Hume, elle coïncide avec la définition du temps que l'on peut voir, eh bien, dans la partie carte mentale de l'ouvrage, sous le titre Sens courant, bien, de la définition de temps. Le temps se définit par la succession continue du passé, présent et futur. Le temps se définit par la succession continue du passé, présent et futur. C'est pareil un peu que ce que nous dit Hume. C'est une propriété du temps qui constitue son essence, que ces diverses parties se succèdent les unes les autres. Chaque moment doit être distinct des autres et lui être postérieur ou antérieur. Le temps se définit par la succession continue du passé, présent et futur. Donc, la définition de Hume est semblable à celle proposée dans ce manuel. Et donc, eh bien, on a la réponse à notre question. Le passé est-il à jamais révolu? Le passé est-il à jamais révolu? Si le temps se définit par la succession continue du passé, présent et futur, la succession continue, le passé est à jamais révolu. Le passé est à jamais révolu. Le passé en tant que moment du temps, eh bien, il ne coexiste pas avec le présent ni le futur. Dans cette perspective, donc, il est à jamais révolu. Voilà, ceci étant dit, nous avons maintenant une définition du temps. D'accord. On peut continuer. Alors, notre prochaine question, notre prochain sujet, je l'ai annoncé pendant le plan, c'est le lien entre la conscience et le temps. On va voir dans la perspective de Hume quel est le lien entre la conscience et le temps. Je vous rappelle la question d'aujourd'hui. De quoi avons-nous conscience lorsque nous disons « le temps passe ». Donc, le lien entre la conscience et le temps, dans la perspective de Hume, quel est-il? Alors, ça va être un moment un peu long. Je vais devoir expliquer plein de termes. Je vous prie d'être patient. C'est la pensée de Hume qui nous intéresse. Ça implique de faire des efforts. On est dans la section 3. Très bien. Section 3, on va voir les paragraphes 6 et 7. Alors, l'idée de temps étant dérivée de la succession de nos perceptions de toutes sortes, les idées aussi bien que les impressions, l'idée de temps, dis-je, nous fournira l'exemple d'une idée abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Hume nous dit que l'idée de temps
elle est dérivée de la succession de nos perceptions. Dans son système, eh bien, les perceptions de l'esprit humain sont de deux sortes, les impressions et les idées. Les impressions, ça correspond aux sensations, ainsi qu'aux émotions ou passions. Les idées, ce sont des représentations de ces impressions. On en a parlé dans la vidéo sur la conscience, on en a parlé dans la vidéo sur le langage, j'en ai parlé dans l'introduction. Donc, dans le système de Hume, les perceptions, ce sont les impressions, autrement dit, les émotions ou passions, et les sensations, c'est-à-dire la vue, oui, l'odorat, le goût, le toucher. Voilà. Quant aux idées, elles sont donc la représentation des impressions. Par exemple, le mot « la vue », c'est la représentation du sens « la vue ». D'accord. Donc, l'idée de temps, dit Hume, l'idée de temps, elle est dérivée de la succession de nos perceptions. Aussi bien physique que mentale. L'idée de temps, elle est dérivée de la succession de nos perceptions de toutes sortes. Les idées, aussi bien que les impressions. Voilà, c'est l'idée de temps. L'idée, c'est une idée. Là, pour l'instant, on est dans une idée. L'idée, on a dit que dans le système de Hume, c'était une représentation. Voilà. La représentation du temps, l'idée de temps, elle dérive de la succession de nos perceptions et de nos idées. C'est-à-dire de nos idées et de nos impressions. La succession de nos perceptions. On a des perceptions. Ces perceptions sont des idées et des impressions. Elles se succèdent. Je perçois le livre, je perçois ce truc, j'entends ce machin, j'ai cette idée. Tout ça, ça se succède. Cette succession de perceptions, elle est comme une horloge. Ça se succède, ça donne l'idée de temps. L'idée de temps. Idée de temps dont nous avons vu que Hume nous dit qu'elle était une idée abstraite. On est dans une abstraction, c'est quelque chose d'abstrait, le temps. L'idée de temps, c'est une chose abstraite, dans sa perspective. Il continue dans le même ordre d'idées. De même, nous dit-il que c'est la disposition des objets visibles et des objets tangibles que nous recevons l'idée d'espace. De même, c'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. C'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Voilà, j'ai enlevé quelques mots dans la phrase. On peut faire une belle citation. C'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Il a dit quelque chose sur l'idée d'espace. On va y revenir. C'est de la disposition des objets visibles et des objets sensibles que nous recevons l'idée d'espace. La disposition des objets visibles et tangibles. Dans l'espace dans lequel je me trouve, il y a tout un tas d'objets visibles et tangibles. Eh bien, c'est de leur disposition que nous recevons l'idée d'espace. Il y aurait un objet ici, un autre un petit peu plus loin là, puis un ici et un autre un petit peu plus loin. Entre ces deux points, on voit un espace. Entre ces deux points, on voit un espace. Entre chacun de ces deux points, on voit un espace. Le tout forme un espace. C'est la disposition de ces objets qui forment l'espace, nous dit Hume. Mais bon, on se focalise sur notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le temps. C'est de la succession des idées et des impressions que nous formons l'idée de temps, dit Hume. C'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Un homme plongé dans un profond sommeil ou fort occupé d'une pensée est insensible au temps.
et selon que ces perceptions se succèdent les unes les autres avec une rapidité plus ou moins grande, la même durée apparaît à son imagination plus longue ou plus courte. Cet homme qui est plongé dans un profond sommeil, il est dans un état d'inconscience. Un homme inconscient, eh bien, n'a pas conscience du temps. Il faut être conscient pour avoir conscience du temps. N'est-ce pas? Il faut être conscient pour avoir conscience du temps. Hume nous a dit que l'idée de temps dérivait de la succession de nos perceptions de toutes sortes. Les idées aussi bien que les impressions. Ceci dans son système, c'est ça et du ressort de la conscience. Je vous relis la première section du livre 1, première section de la première partie, plus précisément le premier paragraphe. Toutes les perceptions de l'esprit humain se ramènent à deux genres distincts que j'appellerai les impressions et les idées. Leur différence consiste dans les degrés de force et de vivacité avec l'esprit. Elles frappent l'esprit et font leur chemin dans notre pensée ou notre conscience. Les perceptions de l'esprit humain, qui sont de deux genres, les impressions et les idées, font leur chemin dans notre conscience. Et c'est de la succession de ces perceptions qui font leur chemin dans notre conscience, eh bien, que nous nous formons l'idée de temps, l'idée abstraite de temps. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important. On est en train de voir le lien qu'il y a dans la pensée de Hume, eh bien, entre l'idée de conscience et l'idée de temps. Alors, pour nous faire comprendre son idée, il va décliner, il va préciser des choses. On est toujours dans le paragraphe 7. Paragraphe 7, section 3, partie 2, livre 1. On est toujours dans le paragraphe 7. Chaque fois, nous dit-il, que nous n'avons pas de perception qui se succède, nous n'avons pas de notion de temps. S'il n'y a pas des perceptions qui se succèdent, nous n'avons pas de notion de temps. De ces phénomènes et de beaucoup d'autres encore, nous pouvons conclure que le temps ne peut apparaître à l'esprit. Il ne peut apparaître à l'esprit, c'est pas possible. Soit seul, soit accompagné d'un objet fixe et invariable. Voilà, c'est pas possible. Le temps ne peut pas apparaître à l'esprit seul, comme ça, ni accompagné d'un objet fixe. On serait face à une montagne, eh bien on serait face à un objet fixe, une grande montagne comme ça. Elle est fixe, elle ne bouge pas. Alors que quand on est face par exemple à un oiseau, lui il n'est pas fixe, il se promène. De son mouvement, eh bien on peut se faire une idée du temps, parce qu'il produit une succession semblable à celle du temps. Seconde 1, seconde 2, seconde 3, seconde 4. La montagne, elle est fixe. Pour nous faire comprendre son idée, il nous dit quelque chose de cet ordre. Plus tard, il va affiner. Je demande de ne pas trop juger cette idée pour l'instant, juste de la comprendre. Donc, chaque fois que nous n'avons pas de perception qui se succède, nous n'avons pas de notion de temps. Pas de perception qui se succède, pas de notion de temps. De ces phénomènes et de beaucoup d'autres encore, nous pouvons conclure, de ces phénomènes et de beaucoup d'autres encore, nous pouvons conclure que le temps ne peut pas apparaître à l'esprit seul ou accompagné d'un objet fixe et invariable. Mais le temps qu'il se découvre toujours par quelques successions percevables d'objets changeants.
il faut qu'il y ait une perception de changement pour qu'il y ait perception du temps. Je vous rappelle qu'il nous a dit tout à l'heure que c'est de la succession des idées et des impressions que nous formons l'idée de temps. C'est une façon de dire que dans notre tête, il y a toujours quelque chose qui change, que donc on a toujours une perception du temps. Alors, il nous disait que eh bien, l'idée de temps ne peut pas apparaître à l'esprit seul ou accompagné d'un objet fixe. Et à titre de confirmation, nous dit-il, dans le paragraphe 8, nous pouvons ajouter l'argument suivant, qui me semble parfaitement décisif et convaincant. Il est évident, nous dit-il, que le temps ou la durée est constitué de parties différentes. Car autrement, nous ne pourrions concevoir une durée qui soit plus longue ou plus courte. Il est évident aussi que ces parties ne coexistent pas. C'est notre définition de tout à l'heure. Car cette qualité de coexistence des parties appartient à l'espace et c'est ce qui le distingue de la durée. Oui, cette partie du livre, elle est coexistante de celle-ci. Le temps, la seconde 2, elle n'est pas coexistante de la 1 ou de la 3. Ça se succède. Or, comme le temps est composé de parties qui ne sont pas coexistantes, un objet qui ne change pas, ne produisant que des impressions coexistantes, n'en produit aucune qui ne puisse donner l'idée de temps. La montagne, qui ne change pas, eh bien, elle ne produit que des impressions coexistantes. On la regarde, ça ne change pas. Alors que l'oiseau, il ne produit pas des impressions coexistantes. Et donc, en conséquence de quoi, cette idée de temps doit être dérivée de la succession d'objets changeants, et le temps, à sa première apparition, ne peut jamais être détaché d'une pareille succession. Il insiste. Il veut bien nous faire comprendre son idée qu'il faut qu'il y ait du mouvement pour qu'il y ait une impression du temps. Dans le paragraphe 10, il va continuer. L'idée de temps, nous dit-il, n'est pas dérivée d'une impression particulière qui se mêlerait à d'autres et qui pourrait en être clairement distinguée. Mais elle naît entièrement de la manière dont ces impressions apparaissent à l'esprit sans être l'une du nombre. 5 notes jouées à la flûte nous donnent l'impression et l'idée de temps, quoique le temps ne soit pas une 6e impression qui se présente à l'oreille ou à quelque autre sens. Il n'est pas non plus une 6e impression que par réflexion, l'esprit trouverait en lui-même. C'est intéressant. 5 notes jouées à la flûte nous donnent l'impression de temps, puisqu'il y a une succession. Mais le temps, ce n'est pas une 6e impression qui se surajoute. N'est-ce pas? Je vais tout relire du début. L'idée de temps n'est pas dérivée d'une impression particulière qui se mêlerait à d'autres et qui pourrait être clairement distinguée, mais elle naît, le verbe naître, elle naît entièrement de la manière dont ces impressions apparaissent à l'esprit sans être l'une du nombre. L'idée du temps, elle naît des impressions qui apparaissent à l'esprit sans être l'une du nombre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. L'idée de temps n'est pas une 6e impression que par réflexion, l'esprit trouverait en lui-même. L'idée de temps, elle naît de la succession des événements. Cette succession, elle est comme un petit chronomètre. Ces impressions qui se succèdent nous donnent l'idée du temps. Ok. Oui. Et donc, eh bien, il faut se poser une question.
une question qui va nous conduire vers notre troisième partie. Cette question, c'est comment appliquons-nous l'idée de temps à ce qui ne change pas? Il faut se la poser, la question. Dans le but de se faire comprendre, je viens de nous donner tous ces exemples, mais maintenant, il faut se poser une question. Comment appliquons-nous l'idée de temps à cela qui ne change pas? Quand on est face à une montagne, on a quand même l'idée de temps. Alors, comment est-ce qu'on lui applique l'idée de temps? C'est ça la question. On va entreprendre d'y répondre. Donc, je vous lis d'abord la formulation de la question par Hume. On est toujours dans la section 3, cette fois-ci dans le paragraphe 11. Par quelle fiction, demande-t-il, nous appliquons l'idée de temps à cela même qui ne change pas? Nous le verrons par la suite. Où ça? On va le voir dans la section 5 au paragraphe 29. Nous pouvons, nous dit-il, observer qu'il y a une continuelle succession de perceptions dans notre esprit, de sorte que l'idée de temps nous étant toujours présente quand nous considérons un objet fixe à 5 heures et regardons le même à 6, nous sommes portés à lui appliquer cette idée, de la même manière que si tout moment se signalait par une position différente ou par une altération de l'objet. Il reprend l'idée là de tout à l'heure. Dans un premier temps, on a défini le temps. On a vu que c'était une des propriétés du temps et qui constituait de son essence que ces diverses parties se succédaient. Dans un deuxième temps, eh bien, on a dit que c'était de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. On a décliné ça en parlant des objets fixes, avec la montagne, etc., jusqu'à arriver à cette question, comment appliquons-nous l'idée de temps à cela qui ne change pas? Eh bien, il reprend l'idée. Il reprend l'idée que c'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Il insiste dans la section 5, au paragraphe 29, il insiste. Nous pouvons observer qu'il y a une continuelle succession de perceptions dans notre esprit. Perception d'impression, perception d'idées. Les impressions, je vous rappelle, ce sont les sensations et les passions ou émotions. Les idées, ce sont leurs représentations. Nous pouvons observer qu'il y a une continuelle succession de perceptions dans notre esprit, de sorte que l'idée de temps nous étant toujours présente quand nous considérons un objet fixe sur la montagne à 5 heures et regardons le même à 6 heures, nous sommes portés à lui appliquer cette idée. De la même manière que si tout moment se signalait par une position différente ou par une altération de l'objet. Autant l'oiseau, il est tout le temps en train de bouger. De lui-même, de son mouvement, on peut avoir l'idée de temps. Autant la montagne qui est un objet fixe, elle ne bouge jamais, eh bien, comme dans notre esprit, ça bouge en permanence, on applique à la montagne l'idée du temps. Notre esprit, la succession des perceptions qui le traversent, c'est comme un petit chronomètre. Idée 1, idée 2, idée 3, perception 4, idée, perception, idée, peut-être tout est simultané, c'est comme un chronomètre. C'est ces relations qui nous portent à confondre nos idées et imaginer que nous pouvons former l'idée de temps et de durée en l'absence de tout changement ou succession. Voilà. Voilà. Et donc, il y a un article d'Étienne Klein qui nous parle de quelque chose de similaire. Cet article, on peut le trouver sur le site de vulgarisation scientifique d'Étienne Klein. Tout en minuscule, etienneklein.fr. Le titre de l'article, c'est « Le temps est-il une affaire de conscience ?» Le temps est-il une affaire de conscience? Ça ressemble à notre question. De quoi avons-nous conscience lorsque nous disons « le temps passe » N'est-ce pas?
De quoi avons-nous conscience lorsque nous disons le temps passe? Dans la perspective, c'est de Hume, pardon. C'est de la succession des idées et des impressions que nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe. Puisqu'il nous dit que c'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Eh bien, donc c'est de ça que nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe. Voilà. Eh bien, cet article de Hume, de Étienne Klein, pardon, le temps est-il une affaire de conscience, nous renvoie à notre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Étienne Klein nous dit? Même si le temps psychologique est une réalité si pesante, s'il est si dominant, comme l'idée de temps physique, comment l'idée de temps physique radicalement différente a-t-elle fini par émerger? Voilà. Le temps psychologique est une réalité pesante, soit, comment l'idée de temps physique a-t-elle fini par émerger? Hume nous a proposé une réponse. Comment l'idée de temps physique a-t-elle fini par émerger? Hume nous dit qu'il y a une continuelle succession de perceptions dans notre esprit, et quand nous considérons un objet fixe, nous sommes portés à lui appliquer cette idée. Ça veut dire que même si la montagne elle est fixe, on lui applique l'idée du temps. C'est le temps physique. Donc, le temps psychologique a une réalité pesante, nous dit Étienne Klein, mais comment l'idée du temps physique a-t-elle fini par émerger? Bergson, nous dit-il, s'est risqué à décrire les différentes étapes intellectuelles qui ont permis de concevoir l'idée du temps physique. Il défendait l'idée que le temps physique résultait d'une simple extension aux choses de notre expérience subjective de la durée. Extension aux choses de notre expérience subjective de la durée. C'est la même idée que l'idée de Hume. Il y a une continuelle succession de nos perceptions dans notre esprit. Quand nous considérons un objet fixe, nous sommes portés à lui appliquer cette idée. C'est une extension physique de notre représentation subjective du temps, de l'impression que nous avons du temps, du fait du déroulement des impressions qui a lieu dans notre conscience, des impressions et des idées. Donc, Bergson défendait l'idée que le temps physique résultait d'une simple extension aux choses de notre expérience subjective de la durée. Selon lui, si nous avons fini par fonder une représentation physique du temps, c'est parce que nous avons étendu au monde qui nous entoure par une sorte de projection hors de nous-mêmes notre propre vécu temporel. C'est la même idée que celle de Hume. Ainsi passerait-on du temps tel que vécu par la conscience à la variable t des physiciens, lui dit Étienne Klein. Voilà. Donc effectivement, Hume nous dit que, effectivement, on étend au monde qui nous entoure par une sorte de projection notre propre vécu temporel. Là, on est vraiment dans l'idée que du coup, dans un premier temps, eh bien, nous avons conscience du temps par ce qui se passe dans notre esprit. Dans un second temps, on projette sur les objets cette conscience du temps. C'est une extension de notre vécu temporel. Donc, selon Bergson, nous avons fini par fonder une représentation physique scientifique du temps parce que nous avons étendu au monde qui nous entoure par une sorte de projection hors de nous-mêmes notre propre vécu temporel. Ainsi, passerait-on du temps tel que vécu par la conscience à la variable t des physiciens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est quoi le bilan? Je vais vous le lire, je l'ai écrit. Ainsi que nous l'avons vu grâce à Hume, nous pouvons dire que c'est une des propriétés du temps, que ces diverses parties se succèdent et qu'aucune d'entre elles ne peut coexister avec une autre. En conséquence, on peut dire que ce qui définit le temps, c'est la succession continue du passé
du présent et du futur est le fait que le passé est à jamais révolu. Nous avons également vu qu'une autre propriété du temps était qu'il était extrêmement lié à la conscience du fait que c'est de la succession des idées et des impressions que nous nous formons l'idée de temps. Cette dernière idée répond dans une certaine mesure à la question de quoi avons-nous conscience lorsque nous disons le temps passe. Lorsque nous disons le temps passe, c'est de la succession des idées et des impressions qui nous traversent l'esprit dont nous avons conscience. Dans cette mesure, on pourrait dire que c'est de l'évolution permanente de notre conscience que nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe. C'est de l'évolution permanente de notre conscience que nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe. Dans le même ordre d'idées, nous avons vu pour finir que nous appliquons l'idée de temps aux choses qui ne changent pas en leur appliquant l'idée de temps que nous avons grâce à la succession des perceptions de notre esprit et que, à en croire Étienne Klein citant Bergson, c'était de là que résultait l'idée de temps physique, autrement dit, la représentation scientifique du temps. C'est comme cela, nous dit Étienne Klein, que l'on passerait du temps tel que vécu par la conscience à la variable t des physiciens. Ainsi, on peut dire que ce dont nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe, c'est de la succession continue du passé, du présent et du futur, telle que produite par les mouvements de la conscience. On peut dire que ce que nous avons conscience lorsque nous disons le temps passe, c'est de la succession continue du passé, du présent et du futur, telle que produite par les mouvements de la conscience. Perception du temps que nous appliquons aux choses qui ne changent pas, et d'où résulte la représentation scientifique du temps mesurée par les horloges. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.